faire connaître la Côte d'Ivoire à travers ses sites touristiques et partant valoriser sa culture. Tel est notre objectif, mesdames et messieurs. Bienvenue à Découverte touristique. La Côte d'Ivoire est un très beau pays, je dirais même que c'est le plus beau pays du monde. Je pèse très bien mes mots. Alors, quoi de plus normal que de visiter la première ville historique et touristique du plus beau pays du monde? Et oui, nous sommes à Grand-Bassam, ancienne capitale coloniale de la Côte d'Ivoire. Et ici, c'est le musée du costume qui nous a ouvert ses portes. Véritable creuset des civilisations, le Musée national du costume de Grand-Bassam a été créé en avril 1981 à l'initiative de Bernard Belin Dadier, éminent homme de culture ivoirien. Il offre un aperçu de l'habitat dans les sociétés traditionnelles africaines, mais surtout ivoiriennes. Bâti sur un site de 3500 mètres carrés, ce bâtiment date de 1993 lors de l'érection de la Côte d'Ivoire en colonie française. Ce site était autrefois le palais du gouverneur Gustave Binger, qui a même donné son nom à une autre ville appelée Bingerville. Avec plus de 11 000 visiteurs en 2013, on peut dire qu'aller à Bassam et ne pas visiter le musée du costume est une attitude à corriger. Je me trouve devant le musée du costume de Grand-Bassam et comme vous le savez, pour faire du tourisme, on a besoin d'un guide touristique. Je suis avec Ange Nohonin, il est le chef de la promotion et de l'animation culturelle au sein du musée. Ange, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous recevoir dans ton musée. Ouais. Alors, dis-moi, pourquoi l'appelle-t-on musée du costume? On l'appelle précisément Musée national du costume parce que c'est un musée qui a pour mission de faire la promotion du costume traditionnel ivoirien, à travers sa symbolique, à travers les significations et à travers même la fonctionnalité des vêtements que nos ancêtres, depuis la nuit de temps, ont porté et qu'on continue même de porter aujourd'hui. Alors, quelle est la différence entre ce musée et le musée des civilisations que nous connaissons qui est situé au plateau? La différence entre le musée national du costume et le musée des civilisations, c'est que le musée national du costume est un musée spécialisé, qui a donc, comme je l'ai dit, la mission de préserver un bien particulier qui est le costume. Or, le musée des civilisations a des biens hétéroclites. On peut même trouver là-bas des costumes, mais c'est un ensemble de tous les biens, de tout le patrimoine qui est représenté là-bas. Or, ici, nous, on a une mission vraiment très limitée qui nous permet de nous concentrer sur un seul sujet. Dans ce musée, qu'est-ce qu'on peut trouver concrètement? Dans ce musée, on trouve essentiellement le costume traditionnel africain, ivoirien en particulier. Mais en plus de cela, comme le musée est dans un bâtiment historique, on trouve là aussi des photos de l'époque coloniale. On trouve à côté de cela des maquettes, parce qu'à l'origine, Bernard Dadier avait voulu faire du musée de Grand-Bassam, le musée national du costume et de l'habitat. Et donc il y a eu une dizaine de maquettes qui ont été amenées ici, et ces maquettes sont toujours en exposition. Alors, chers téléspectateurs, nous vous invitons à visiter le musée avec nous. Nous sommes à l'entrée de la salle d'exposition du musée national du costume intitulée Regard pluriel. Et Regard pluriel s'ouvre sur 3 tableaux, donc qui sont vraiment 3 photos un peu représentatives de l'histoire de la Côte d'Ivoire. À ma droite là, on a la photo du capitaine Gustave Binger, qui est le tout premier gouverneur de Côte d'Ivoire et donc qui est le premier à avoir séjourné dans ce palais. Au milieu, on a la photo du premier président de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, qui est l'un des premiers hommes politiques d'envergure de Côte d'Ivoire. Et cette photo-là montre un peu ses débuts en politique
au moment où il devenait député pour le compte de la Côte d'Ivoire en 1946. Et à ma gauche, on a la photo du palais de Bingerville. Le palais de Bingerville qui a succédé à celui-là, parce qu'en 1899, il y a eu une épidémie de fièvre jaune qui a contraint pratiquement les colons à délocaliser la capitale. Et c'est comme ça que cette maison a été construite. Et c'est là que le gouvernement a eu son siège. Et Bingerville est donc devenu, par la force des choses, la deuxième capitale de Côte d'Ivoire. Alors, donc, nous sommes pour l'instant dans le hall avec des photos. Oui. Et maintenant, nous allons aller à l'intérieur pour voir ce qu'on peut trouver dans le musée du costume. Allez, c'est parti. À l'intérieur du musée, plus précisément dans la pièce qui faisait office du salon du gouverneur, sont exposées des pièces représentatives des costumes traditionnels de différentes régions de la Côte d'Ivoire. Tout est bien en place, des ornements et costumes royaux, au pagne tissé gourou, en passant par le boubou Yacouba pour aboutir aux tenues portées par les dozos, les féticheuses traditionnelles, les vierges, les femmes nouvellement mères, tout y passe. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est confinée dans cet espace. Un répertoire culturel riche et varié qui ne laisse personne indifférent. Nous sommes en présence d'une tenue de chefferie, donc chefferie et royauté à Caen, qu'on appelle le Kenté. Et le Kenté, qui est un pagne d'origine Ashanti, chez nous en Côte d'Ivoire on l'appelle le Kita. Et ce pagne-là n'est porté qu'à des occasions exceptionnelles par le chef ou le roi. Et comme vous le constatez, il y a plusieurs couleurs, il est arc-en-ciel. Donc chaque couleur a une véritable signification. Le rouge qui pourrait signifier la force, le sang, donc qui permet de vivifier le pouvoir du chef. Il y a le bleu qui nous ramène aux grandes étendues, donc qui nous ramène aussi à l'humilité. On a le jaune qui est la lumière et donc qui est l'or, la richesse. Le chef doit donc incarner toutes ses vertus pour donc faire asseoir son pouvoir. Mais on voit que le chef a les pieds sur un tabouret et ce tabouret-là représente la nation et l'État. On l'appelle le bia. Le chef peut, il peut poser les pieds, mais il ne peut pas s'y asseoir. Seules les femmes peuvent s'asseoir parce que l'essence même du pouvoir en pays à Caen est un pouvoir d'essence matriarcale. C'est d'où la présence de la reine-mère aux côtés du roi. Et donc la reine-mère qui est sa soeur, sa cousine ou sa tante et même parfois sa mère est là pour lui donner des conseils, pour l'orienter, pour faire respecter un peu les principes même du pouvoir en pays à Caen. Et la reine-mère est donc considérée un peu comme la gardienne du pouvoir. On quitte un peu le pays à Caen pour remonter dans le pays Kourou. Et dans le pays Kourou, le costume a connu une certaine dynamique. Et il est parti d'abord d'une écorce d'arbre battu, appelée Gloko, qui permettait à l'individu de se mettre en symbiose et en communion avec la nature, parce que l'arbre, par les racines, est en contact avec les morts, par le tronc, en contact avec les humains, et les feuilles qui permettent de créer la jonction avec les entités supranaturelles, les esprits, les génies et les divinités. Et aujourd'hui, ce costume-là a évolué pour laisser place à un costume, un pagne imprimé. Et ce pagne-là est porté aujourd'hui par tous les chefs Krou, que ce soit en pays BT ou en pays Kroumen. Le pays Gouro est donc ici fortement matérialisé par un pagne. Ce pagne-là qui est le Kamandje. Kamandje qui est le pagne qui permet aux Gouro de se donner de la contenance. C'est pourquoi en pays Gouro, ce pagne-là n'a pas vraiment de prix. C'est un pagne qui est hors de prix parce que sa valeur est plus sentimentale que pécuniaire. Donc, au passage, nous verrons le gué-blin, masque long, chargé de prévenir les malheurs, qui permet à la communauté de s'absoudre de l'action néfaste des différents esprits maléfiques. Donc cette taille-là n'est pas fortuite. Cette taille-là lui permet de voir au-delà des montagnes, au-delà des forêts, et donc de déjà savoir de façon mystique ce que dans l'autre monde on prépare pour venir désorganiser la société. Donc il a un rôle d'anticipation, un rôle de prévention. Et on termine dans cette partie avec deux chefs, le chef Yacouba qui tient un balai et le chef Selufo. Le chef Yacouba tient un balai, le balai donc représente toute la symbolique de la vie en communauté. Chaque individu pris isolément, comme les preneurs de balai, est faible, a ses aspirations, a donc sa vision de la vie. Mais pour que
les individus soient à l'abri, soient beaucoup plus forts, il faut donc qu'il y ait quelqu'un qui les fédère. Et d'où l'essence du nœud du balai qui est donc assimilé au chef. Le délégué bas du pays Sénoufo est donc un costume qui permet de résumer un peu le parcours initiatique dans le Poro. Et donc les 3 cônes sont un peu la représentation des 3 cycles de cette école initiatique-là. La cône de gauche représente le savoir-faire, le savoir-vivre qui se pratique pendant 7 ans. Le management et la gestion qui sont enseignés pendant 7 ans aussi sont représentés par une cône de droite. Et la cône qui se trouve au crâne, sur le crâne, représente donc le pouvoir spirituel, donc la spiritualité et donc le contact avec le monde immanent. Le monde de la médecine est représenté aussi à travers la Komia, qui est une fétichité traditionnelle qui a un double rôle. Elle a d'abord le rôle de trouver des remèdes pour tous les maux qui pourraient survenir au sein de la communauté, mais elle est surtout pédiatre. Et la pédiatrie, avec un relan mystico-religieux, donc ces cordelettes que vous voyez autour d'elle là, sont un peu des éléments qu'elle met pour protéger mystiquement, pour éloigner du bébé toutes les maladies qui pourraient être données ou bien qui pourraient être occasionnées par l'esprit des mauvais esprits et des génies malfaisants. Et dans ce canari-là, elle a aussi des éléments pour mettre la communauté en rapport, en connexion avec les divinités, avec le monde supranaturel, avec les ancêtres et parfois avec les morts. Ne peut exercer la chasse qu'un initié. Et l'initiation a 2 volets. Il y a d'abord une initiation physique. Le dozo du nord de la Côte d'Ivoire doit être donc quelqu'un qui a beaucoup d'endurance, qui a une force physique hors du commun et qui ensuite instruit aux pratiques de mystique par un grand maître. Et la conséquence, le résultat de tout ça, c'est ce costume qu'il porte, qui est un costume qui peut lui assurer l'invisibilité, l'invulnérabilité, le pouvoir de métamorphose, toutes choses dont il aura besoin au cours de ses parties de chasse. Et c'est un costume donc, qui lui permet d'éviter les attaques et donc toutes les sortes d'attaques, mais ce costume-là ne peut en aucun cas être en contact avec de l'eau. C'est pourquoi le dozo s'abstient de chasser en période de pluie. Et on finit l'exposition dans cette salle-là avec 2 tenues. Une tenue qui est portée par une jeune fille au nord de la Côte d'Ivoire, ayant donc atteint la puberté. Et cette tenue-là s'appelle la tenue du Kouroubissi. Le Kouroubissi, c'est dans un podium de 2 à 4 mètres sur un échafaud. Et ce podium-là, et toutes les jeunes filles présumées vierges peuvent monter pour danser cette danse-là. Mais celles qui n'ont pas su garder la virginité sont interdites parce que lorsqu'elles montent le podium se casse. Et après cette danse-là, les jeunes filles sont remises pour un enseignement accéléré, particulier, à une dame qu'on appelle la Woloso, qui à l'origine fait partie de la classe la plus basse de la société parce qu'elle a des origines d'esclaves et de personnes qui ont été captifs. Et donc la Woloso n'a pas le droit de s'habiller comme le commun des mortels, elle doit s'habiller dans une tenue qui tranche un peu avec la normalité. Donc ici on voit une tenue en jute, en sac de jute, mais la Woloso, pour son rôle de gynécologue, pour son rôle de sexologue, est beaucoup respectée. Et donc elle porte un sexe là qui montre un peu sa condition et le métier qu'elle exerce. Sur les terrasses des halls d'exposition sont installées des maquettes représentatives des habitats traditionnels des 5 grandes régions de la Côte d'Ivoire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, l'architecture des habitats obéissait à une logique environnementale et structurelle de la société. On apprendra par exemple qu'au nord-est, chez les Lobi, les concessions, les Sonkala, étaient érigées sans porte. Pour y accéder et sortir, l'on utilisait des échelles. Elles constituaient de véritables forteresses pour prévenir les invasions guerrières. Au début de ce reportage, on vous avait dit que le musée avait 3 types de collections. On a vu d'entrée des photos de l'époque coloniale, on a vu des costumes. On va donc illustrer par une maquette, et la maquette Lobi, qui est une maquette assez extraordinaire, de par même la configuration architecturale. Elle est toute en terre battue et avec une forme ovale et une dalle. Et cette dalle-là est l'endroit où
les femmes préparent, où les hommes consomment le repas, où ils prennent leur apéritif, vous dites que quel que soit le moment de la journée, cet espace-là est occupé. Ça permet donc à cette communauté-là de surveiller les alentours. Et à l'intérieur de cette maison-là, vivent tout un clan. Et pour avoir accès, tenez-vous bien, il faut prendre une échelle. Pour en sortir, il faut prendre une échelle. Donc c'est des mesures sécuritaires et les maisons ne sont pas très éloignées des champs qui sont à une dizaine ou plus une vingtaine de mètres des maisons. Les animaux domestiques et donc le berger vit à l'intérieur avec ses animaux, ce qui fait que les animaux ne sont pas perdus dans la nature. Et donc c'est une façon pour ce peuple-là de se sécuriser et donc de se mettre à l'abri d'éventuels ennemis. Merci Ange pour toute cette démonstration. J'avoue que j'ai été impressionné. Encore 1000 fois merci de nous avoir reçus dans ton musée. Mais ce n'est pas tout, chers téléspectateurs, parce qu'en nous promenant à Grand Bassam, nous avons vu de très belles choses. Et celui que je vous invite à voir, c'est un artiste peintre pétri de talent. Je m'appelle Yao Georges, artiste peintre impressionniste, président de la Maison des artistes plasticiens de Grand Bassam. Il faut dire que très tôt, depuis ma tendre enfance, j'avais des aptitudes en dessin et avec le temps, j'ai essayé d'apprendre avec un peintre à Abidjan, Paul Boué, qui m'a apporté les premières notions de peinture depuis en 85. Et c'est depuis 85 que j'ai commencé véritablement à m'intéresser à la peinture. 85 jusqu'à 90, j'ai bénéficié d'une formation pratique avec mon patron. Et finalement, j'ai embrassé le métier de peintre depuis 85. Voilà. L'impressionnisme, c'est un courant artistique qui présente des empattements plus ou moins épais et qui met l'accent sur les effets d'ombre et de lumière. Et c'est un style qui me convient, hein, qui répond à ma sensibilité picturale. Et il faut dire que c'est un choix artistique, un choix que je pratique vraiment depuis plusieurs années. Nous sommes une association de 21 peintres. Et nous avons des tableaux qui sont évalués entre 20 jusqu'à 300, 500, 600 000. Hein, tout dépend des dimensions du travail que l'artiste apporte. J'invite tous les touristes, je dirais tous les amateurs d'art en Côte d'Ivoire comme partout dans le monde, à venir à Grand Bassam pour découvrir la maison des artistes plasticiens de Grand Bassam, située au quartier France de Bassam. Il y a des artistes vraiment qui évoluent dans plusieurs courants artistiques. Nous avons ici l'impressionnisme, le naïf, le cubisme, le vohou, et tous ces courants artistiques peuvent plaire à chacun y trouve son compte, et je crois que venir à la Maison des artistes, c'est venir découvrir des merveilles, venir découvrir des œuvres de créateurs, et c'est pour cela que je vous invite à la Maison des artistes. Des talents, la Côte d'Ivoire en rigorge et les artisans ivoiriens sont très créatifs. Mais il importe aussi de savoir que si le tourisme respire à Grand Bassam, c'est grâce à certaines personnes qui ne ménagent aucun effort à se mettre au service de ce secteur. C'est le cas du directeur du Musée national du costume qui nous a reçus. Bonjour Monsieur Kofi. Depuis quand êtes-vous directeur du Musée national du costume de Grand Bassam? Je suis directeur du Musée national du costume de Grand Bassam depuis janvier 2010. Et comment arrivez-vous à conserver les vestiges exposés?
c'est, disons, toute une équipe technique qui travaille. Donc, ce que j'ai pu faire au départ, c'est de mettre en place des équipes techniques. Et comme équipe technique, il y a par exemple le service de la conservation préventive. Et ce service a une tâche, disons, immense. Il s'agit par exemple de faire des prospections, des inspections régulières pour voir l'état de conservation du musée. Quelles sont les actions que vous menez afin d'augmenter le nombre de visiteurs dans votre musée? Le travail à faire, c'est simplement le travail de la communication. Le travail de la communication. Et à cet effet, nous avons un site web. Bon, il est vrai que dans ces jours, il y a un petit problème à ce niveau. Le serveur qui nous alimente est un peu défaillant, mais c'est un problème de temps, ça pourrait éventuellement se régler. Donc, en dehors du site web, il y a par exemple des prospectives, des plaquettes, des dépliants que nous confectionnons pour mettre à la disposition des populations. Selon vous, que peut-on faire pour développer le tourisme à Grand Bassam? Alors, pour le développement de ce tourisme, je pense qu'il y a l'aménagement des berges. Il faut aménager les berges. La nature nous a déjà donné cela et je pense qu'il nous revient de l'aménager. Il y a un autre travail à faire. Les exploitants, ceux qui l'exploitent, il faut les former, il faut vraiment les éduquer, leur enseigner l'éthique du tourisme pour pouvoir accueillir le tourisme. Et puis, au-delà des plages, par exemple, des berges, je voulais dire, il y a par exemple les bâtiments coloniaux, riches en histoire. Et donc, ces bâtiments nécessitent d'être restaurés. Et donc, ce travail reste à faire. Donc, en gros, un travail d'aménagement, d'éducation pour pouvoir accueillir le tourisme ici, non seulement au Musée national du costume, mais pour toute la ville historique de Grand Bassam. Que pensez-vous de l'émission Découverte touristique? Découverte touristique est une émission à saluer. Si elle n'avait pas existé, il aurait fallu la créer. Je le dis parce que le tourisme fait vivre bon nombre de pays. Et si donc il y a une initiative dans ce sens pour faire découvrir tout ce que nous avons comme potentiel touristique, je pense que c'est une très bonne chose et nous, sans nous répéter, nous saluons cela. Découverte touristique, c'est certes les sites touristiques et les interviews, mais il y a aussi le jeu des alliances, une sorte de pacte d'entente, de liberté de parole et de tolérance qui a longtemps contribué à la cohésion entre les peuples de Côte d'Ivoire et même d'Afrique. C'est notre participation à la réconciliation nationale. Je suis en présence de M. Kwao Daniel, il est membre du comité local de gestion de la ville historique. Avec lui, nous allons parler des différentes alliances qu'il y a entre les peuples vivant ici à Grand Bassam. Bonjour M. Kwao. Bonjour Eric. Merci de nous recevoir dans ce très beau décor naturel. Alors dites-nous, quels sont les différents peuples qui vivent ici à Grand Bassam? À Grand Bassam, effectivement, il y a des autochtones et les allogènes. Les autochtones, vous avez les Nzima, que l'on appelait les Apollo, les Abourés de Mossou et les Outilés de Vitré. Bon, hormis ces autochtones, nous avons aussi les allogènes
ce groupe-là forme la CEDEAO miniature à Grand Bassam. Y a-t-il des alliances entre les autochtones de Bassam? Je vous dirais non. Effectivement, les Nzima, nous avons des alliances avec d'autres peuples à Caen. Mais je vais vous les citer. Nous faisons des alliances, nous les Nzima, avec les Baoulés, les Agni, les Brons, et puis le quatrième peuple qui va vous étonner parce que plein de personnes ne le savent pas, avec les Hébriers aussi. C'est au niveau de la Côte d'Ivoire. Maintenant, au niveau du Ghana, les Nzima ont une grande alliance aussi avec les Ashanti, le peuple Ashanti. On peut donc dire que les Nzima ont plusieurs alliances. Alors dites-nous, comment se manifestent les différentes alliances que les Nzima entretiennent avec les autres peuples? Un exemple. Avant de parler de la manière dont ça se manifeste, je peux vous dire aussi que nous sommes en avance sur cette réconciliation que nous prenons. Parce que nous, déjà, avec les différents peuples avec lesquels nous avons des alliances, pour peu, on arrive à se réconcilier et à se pardonner réellement. À titre d'exemple, quelqu'un qui commet l'adultère avec la femme d'autrui, vous savez ce qu'on donne pour le pardon? Soit un gobelet de bandit ou bien une seule banane plantain. Et la faute est effacée totalement. Pensez-vous que ces alliances que vous venez de citer peuvent contribuer à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Bien sûr que oui. Avec les alliances, nous pouvons faire mieux même qu'avec nos manières classiques. Parce que l'alliance, c'est la coutume, c'est la tradition, c'est encore plus fort, quoi. Voilà. Alors, M. Kouao, nous sommes à la fin de notre entretien. Quel est votre mot de réconciliation à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Je souhaiterais que notre exemple, pour nous pardonner entre nous, les différents peuples où il y a des alliances, notre exemple soit suivi par toute la nation ivoirienne. Toute la nation ivoirienne, pour que pour peu, on puisse se pardonner, réellement se pardonner, pour qu'on revive cette unité-là, cette parfaite harmonie que nous avions eue depuis autant de notre père, fondateur de la nation ivoirienne moderne. C'est cette Côte d'Ivoire-là que je souhaite retrouve cette image qui nous manque présentement. Merci pour la réconciliation de toute la nation ivoirienne. Chers téléspectateurs, voilà ce qui ressort de cet entretien. Nous avons trouvé à Grand Bassam des peuples forts, des peuples unis dans l'Alliance. C'est ce que nous souhaitons voir partout en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Mais à Grand Bassam, tout n'est pas rose et cela, c'est l'œil du touriste qui nous le dit. Situé à 30 km d'Abidjan, Grand Bassam est par excellence la première destination touristique de Côte d'Ivoire. Avec ses belles plages et ses maisons coloniales qui tiennent encore malgré le poids de l'âge, Bassam offre toutes les commodités pour un bon tourisme culturel et balnéaire. Cependant, le nombre de visiteurs dans la ville historique a considérablement baissé depuis quelques années. Les récentes crises sociopolitiques étant la cause principale de ce déclin, une stabilité politique durable s'impose. La Côte d'Ivoire, désormais en paix et sur le chemin de la réconciliation nationale, il revient à chaque Ivoirien de prendre conscience de son appartenance à ce beau pays afin de sauvegarder son inestimable richesse.
Par ailleurs, beaucoup d'efforts de la part des autorités de la ville restent encore à fournir pour un tourisme plus abouti à Grand-Bassam. Le patrimoine culturel ivoirien étant inestimable, sa conservation plus qu'une priorité doit demeurer un objectif étatique majeur car la Côte d'Ivoire, sur ce plan, n'a rien à envier aux autres pays. Pour notre part, cette émission est terminée. Je suis venu dans le modernisme, je retourne dans la tradition. J'ai été anobli par la royauté d'Nzima et là même où je suis actuellement, je me trouve devant le palais royal d'Nzima Kotoko. C'est comme ça que nous recevons nos touristes en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Découverte touristique, c'est une aventure qui ne fait que commencer.